Bonjour à tous, Guns et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnel talk show OL, un talk show spécial avec la reprise officielle de la Ligue 1, placé sous le signe de la formation, parce que chaque année, on aime bien faire ce genre de sujet, quels jeunes peuvent percer, et du coup, on a fait un numéro en conséquence. Pour ce numéro, on reçoit d'ailleurs l'un des grands formateurs de l'OL, il a été éducateur au centre de formation durant 14 ans, de 2011 à 2025. Il a dirigé toutes les catégories des U12 au U19, et il était encore l'an dernier l'un des 2 derniers traits d'union existants entre Tola-Vologe et Meyzieu. Lui, c'est Amaury Barlet. Bonjour Amaury, ravi de te recevoir. Et comment vas-tu tout d'abord? Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Écoute, tout va bien, retour de vacances et voilà, on profite en famille. Avant de commencer, je vais faire les promotions d'usage pour nous aider à référencer cette vidéo dans le monde impitoyable de YouTube. Le petit pouce qui fait toujours plaisir, la clochette pour vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si vous n'avez pas utilisé tous vos boosts de la semaine, un petit coup de pouce comme ça, ça déplaît pas. Voilà. Au sommaire de l'émission, on l'a dit, on va parler de la préparation et faire le bilan des jeunes. Amaury les a quasiment tous eus, ou pour beaucoup en tout cas eus sous sa coupe, donc il me donnera sa vision. Et dans ce numéro, je précise, on parlera assez peu de mercato, donc on s'excuse pour ceux qui ont l'habitude de vidéos mercato, mais là c'est vraiment les jeunes, le sujet de cette vidéo. On va commencer par faire le bilan de la préparation de l'OL. Alors, si on regarde bien, avec Lens, il y a Lens samedi, mais avant ce match, on est plutôt bien. 4 victoires, 1 nul, une défaite sur la pelouse du Bayern Munich, rien que ça, donc on peut dire tranquille quand même. 12 buts inscrits, 2 cartons, 12 buts inscrits avec 2 cartons, justement. Ces 2 cartons, c'est les 2-4-0, et 3 buts encaissés seulement, dont 2 pénaltys. Quand on voit comment s'est passée l'intersaison, Amaury, et puis quand on voit les péripéties de l'été, parce que ça a été un été éprouvant à l'OL, finalement, c'est pas un peu inespéré tout ça? Ouais, inespéré, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que moi je pense qu'il faut prendre voilà, ce qui s'est passé cet été, il faut le prendre comme une opportunité. Et voilà, aujourd'hui sur les matchs de préparation, moi je suis très mesuré sur tirer des enseignements sur des matchs de préparation qu'ils aient été victorieux ou qu'il y ait eu des défaites, parce que Normal. là, ce sont des matchs où on a des internationaux qui reviennent petit à petit. C'est une période de mercato. Il a commencé à y avoir des recrues qui n'ont pas joué les matchs amicaux. Il y a les jeunes qui ont des opportunités pour s'exprimer. Donc ça, c'est intéressant. Après, voilà, les résultats, ils ont été plutôt positifs puisque les statistiques le prouvent. Et après, tout le monde attend les premiers matchs en Ligue 1 avec une belle série déjà dès le mois d'août et le mois de septembre. Donc voilà, il y a des choses qui ont été vues sur les matchs amicaux. En tout cas, ouais, je pense qu'il faut prendre ce qui s'est passé cet été comme une opportunité et aller vers l'avant. Justement, on va regarder la pré-saison des jeunes avec ce tableau. Le tableau des temps de jeu, des apparitions, des buts et passes décisives. Là, c'est le classement juste par rapport aux jeunes, et on se rend compte qu'il y a quand même eu pas mal de temps de jeu, notamment, on l'a vu, on va y revenir plus tard par rapport à Kalis qui a eu 400 minutes, qui est le joueur qui a été le plus utilisé de la préparation. Mais avant de rentrer dans les cas individuels, quand tu vois ce top 6, qu'est-ce que ça t'inspire justement? Parce qu'il y a quand même du gros temps de jeu sur plusieurs joueurs qui dépassent les 150 minutes sur la préparation. Ce que ça démontre, c'est que déjà, il y a de la place qui est faite aux jeunes. Donc là, voilà, sur cet été 2025, les jeunes ont eu le moyen de s'exprimer. Ils ont eu beaucoup de temps de jeu. Donc je pense que déjà, ils ont eu beaucoup de moments pour s'exprimer pendant les entraînements aussi. Et derrière, effectivement, il y a des jeunes qui ont eu beaucoup de temps de jeu. Il y en a qui ont été titulaires aussi à plusieurs reprises. Donc ce sont des signaux qui sont envoyés. Et voilà, on est dans un contexte, de toute façon, on est beaucoup avec l'information, c'est énormément sur les contextes. Voilà, le contexte actuel fait qu'il y a de la place qui est faite pour les jeunes. Et peut-être que selon les postes, selon ce qu'ils ont montré en préparation, il y a des opportunités à saisir. Et en tout cas, ils ont pu s'exprimer certains ont pu s'exprimer pendant cet été. Est-ce que pour toi, c'est pas aussi un petit pied de nez de l'académie qui a été très critiqué depuis 2-3 ans, de voir tous ces jeunes apparaître d'un coup et puis être performants tout de suite dans une préparation qui en prime se passe bien? C'est pas une préparation où Lyon a inquiété. Donc là, c'est rassurant. Ça montre que le niveau de l'académie, il n'est pas si nul que certains, ou qu'on a pu le dire aussi. L'académie est décriée pour des résultats sportifs, je pense, au niveau des équipes, mais toujours en fonction du contexte aussi.
C'est pas pour ça qu'il y a des mauvais joueurs, loin de là. En tout cas, oui, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des joueurs qui ont pu se montrer, qui ont pu être titulaires, peut-être même plus tôt que prévu. Et voilà, c'est sûr que c'est un signal qu'il y a des jeunes au club, il y a des jeunes à Lyon, il y a des jeunes dans la région, et qu'ils ont l'opportunité pour s'exprimer, en tout cas cet été. Ouais. Donc maintenant, comme je disais, tirer des enseignements des matchs amicaux, voilà, c'est une chose. Maintenant, il y a la réalité qui arrive dans quelques jours, avec le championnat, avec des matchs et des atmosphères de matchs qui sont totalement différentes. Il y aura la Coupe d'Europe aussi qui va arriver assez rapidement. Donc voilà, c'est là où vraiment on pourra tirer des enseignements. Le plus important pour ces jeunes, à mon sens, c'est qu'ils jouent. Donc voilà, il faut qu'ils aient du temps de jeu. Et ben, si c'est en équipe première, c'est tant mieux. Si par moment ils parviennent à faire quelques groupes, mais qu'ils parviennent à jouer avec la réserve, c'est bien aussi. Voilà, ce qui est important pour moi, à mon humble avis, c'est qu'ils aient du temps de jeu en tout cas. On va venir quand même aux joueurs de cette préparation, celui dont on parle beaucoup, dont on te parle beaucoup, parce que j'ai vu que dernièrement, tu as parlé au Progrès justement de lui, c'est Calis Mera, 18 ans seulement, et par contre un joueur dont Paulo Fonseca dit le plus grand bien, qu'il a présenté comme le joueur du futur, c'est pas rien, un joueur du futur, il a dit un joueur du futur, tout en se montrant prudent, mais il a quand même été très élogieux, et il n'a pas arrêté avec cette notion de... Il a du courage sur les matchs. Voilà. Est-ce que ça t'étonne de le voir aussi haut, aussi vite, ou pas du tout? Alors, moi, je suis étonné qu'on lui ait fait confiance aussi vite. En fait, si vous voulez, ce jeune joueur est effectivement promis un très bel avenir. Il a 18 ans, mais j'ai envie de dire que l'âge aujourd'hui, peu importe s'il faut attendre 1, 2, 3 ans, il faut être capable de se donner le temps par moment. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est un signal nouveau, je trouve, c'est qu'il y a un staff de Ligue 1 qui a fait confiance à un jeune qui a beaucoup de qualité, mais qui n'a pas la qualité athlétique totalement développée, comme tout le monde le souligne. C'est un sujet que Calis connaît. Donc sur ses capacités à jouer au très haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'il a des points forts qui sont importants. Il a une capacité à... Moi, j'aime bien quand on parle de joueur du futur. Voilà, le joueur du futur, c'est quoi? C'est un joueur qui doit être capable de jouer sous pression lorsqu'il est pressé, lorsqu'un adversaire vient le cadrer. Aujourd'hui, Calis, il a réponse à ça, parce qu'il libère les ballons très rapidement. En fait, on n'a même pas le temps d'aller le cadrer, qu'il a déjà libéré le ballon. Il fuit le duel. Donc ça, c'est une chose qui est très positive. En fait, il prend des décisions très rapidement. Donc tout le process de prise de décision, s'informer, décider et réaliser le geste technique, c'est quelque chose qu'il maîtrise et sur lequel il est très rapide, il est très habile, il est très agile sur le plan technique. Voilà, dans les petits espaces. On sait aussi que c'est un joueur qui est capable d'être décisif sur les coups de pied arrêtés. Et après, il y a une donnée aussi qui est très importante, c'est que sur le plan mental, voilà, on a un garçon qui est ultra compétiteur. Qui déteste perdre le taureau quand on attend les coachs, qui déteste perdre les jeux banides, qui déteste perdre les matchs. Et puis c'est un garçon qui est tatoué OL. C'est un garçon qui est passionné du jeu, qui est passionné de l'OL. Donc ouais, la question qu'on peut se poser, c'est en plus. Comment son papa était un grand joueur amateur. Donc c'est ouais, vraiment... C'est quelqu'un qui est c'est vraiment le joueur du futur. Et puis l'aspect athlétique, voilà, c'est un garçon qui va sûrement s'étoffer plus tardivement que les autres. Voilà, donc est-ce que c'est rédhibitoire? Non, ça c'est vraiment un discours qui lui a été toujours porté pendant toutes ces années de formation. Donc voilà, il sait que par moment, il va pas pouvoir revenir en transition défensive, rattraper des courses à haute intensité, des adversaires qui vont être à haute intensité. Ouais, actuellement, c'est sûr que il y a des choses sur lesquelles il n'aura pas de réponse. Voilà, on ne va pas lui demander d'aller gagner des duels à la tête sur les corners. Voilà, mais il a déjà pris la main sur tous les coups de pied arrêtés, ce qui est impressionnant aussi. J'ai vu que le premier et le deuxième match, c'est pas lui qui tirait les coups francs. Et puis, il me semble le match il a tiré après le troisième ou le quatrième. Mais oui, bien sûr, c'est une arme sur les coups de pied arrêtés. Non, mais il faut être habile. Voilà, il a eu beaucoup de temps de jeu pendant cette préparation. Il profite du fait que il est dans une zone de jeu où finalement il y avait de la place. Il y avait de la place pour qu'il y ait des jeunes de l'académie qui s'expriment. Et lui a su, en tout cas, saisir cette opportunité. Je pense qu'il en a étonné beaucoup aussi parce que voilà, le petit Calis, quand on le voit sur le stade du Bayern de Munich,
titulaire, forcément, on est surpris. Mais moi, ce qui me surprend vraiment, c'est en fait qu'on lui fasse confiance. C'est-à-dire que on fait confiance à un jeune qui est en retard morpho et en fait qui a tellement d'autres qualités à côté qui font pour le moment gommer cette petite lacune athlétique. Mais c'est sûr que quand cet aspect athlétique il va être quand ce potentiel il va être exploité, bah oui, on est tous unanimes à Lyon pour dire que c'est un jeune qui devra et qui fera les beaux jours de Lyon, forcément. Alors oui, 18 ans, peut-être plus tôt que prévu, mais finalement, c'est tant mieux pour tout le monde. Mais est-ce que c'est seulement l'aspect physique qui fait qu'il a aussi peu de matchs? Parce qu'en fait, il a que 4 matchs en réserve l'an dernier. Il a joué les 4 derniers, mais c'était ses seuls matchs en réserve. C'est vrai que Lyon a l'habitude de faire sauter des classes, y compris à des joueurs de 17 ans. Lui, il a peut-être sauté un peu moins de classes que les autres. En fait, c'est un jeune, quand je l'avais moi sur les 16-17 ans, c'est un jeune qui a eu, des problèmes de croissance. Il a grandi, il grandit vite. Et en fait, il a fallu faire vraiment attention. Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. Et puis derrière, il a un corps qui commence à se transformer, là où d'autres, ce sont des corps qui se sont déjà transformés. Donc lui, en fait, il faut faire attention sur la gestion. Donc peut-être qu'il n'est pas allé si vite sur la réserve par rapport à ça. Je ne sais pas. En tout cas, il y a plusieurs équipes dans chaque club, dans chaque centre de formation. Est-ce qu'il faut valider les étapes sur chaque équipe avant de monter? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en 2025, je ne sais pas. Peut-être que par le passé, oui. En 2025, je ne sais pas, pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un garçon qui a terminé la saison avec Guéda, qui a fait les derniers matchs de championnat, il me semble. 4 derniers, il a joué à Limonest, il a joué contre des gros matchs. Il a participé à l'applique également. Il a eu le parcours en Gambardella. Si je ne me trompe pas, on se fait éliminer en Gambardella. Il me semble qu'il est absent pour blessure. Donc c'est un jeune qui a son corps qui se transforme. C'est un garçon qui a passé le bac aussi. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est un garçon qui n'a peut-être pas forcément eu de vacances aussi. Donc là, il est dans une phase où tout va très très vite. Il est très intelligent, il est très humble, il est très c'est un équipier, un coéquipier idéal. C'est un jeune qui a beaucoup été surclassé. Je pense que les choses ont été faites comme il faut. C'est un garçon qui n'hésite pas à retourner dans sa catégorie d'âge, donner des coups de main avec grand plaisir et à prendre le leadership quand il doit le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous unanimes là-dessus. Donc moi, la surprise que j'ai, c'est qu'on lui ait donné sa chance si tôt. Et pour finir là-dessus, je te demande un peu de te mouiller. Est-ce que ça peut être la saison de son éclosion? Ça peut l'être. Je ne sais pas si ça doit l'être. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être dans 1 an. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a les 34 matchs de championnat, il y a l'Europa League. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas comment va être utilisée la compétition, la Coupe d'Europe. Mais par le passé, l'Olympique Lyonnais a su utiliser cette compétition pour faire jouer énormément de jeunes, les faire éclore. Et après, on va voir. Je ne sais pas comment ça va être utilisé. Donc, je veux me mouiller. Oui, ça peut être. En fait, aujourd'hui, je pense qu'avec ce qu'il a montré en préparation, c'est intéressant. Après, il y a des recrues qui arrivent, il y aura de la concurrence. Est-ce qu'il va digérer cette préparation? Il y a toutes ces questions qu'il va falloir se poser. C'est un garçon qui était en sélection nationale en U16 et qui après n'a plus été sélectionné en sélection nationale pour diverses raisons, dont ces périodes aussi où il grandissait, où il fallait être patient. Il y a eu des petits pépins. Donc c'est peut-être aussi un jeune qui va être assujetti à retourner en sélection, je ne sais pas. Et pareil, comment ça va être géré? C'est l'interrogation. Il y a un jeune qui arrive, qui a envie de jouer, de s'exprimer, il a envie de jouer de toute façon. Donc il va falloir faire attention à plein de choses. Et j'ai aucun doute sur le fait que tous les staffs vont être très intelligents sur sa gestion. Et c'est le dernier match où il a fait que de se faire découper, il me semble. Donc on le sait. Après, c'est un garçon qui s'il a du temps de jeu, il va parvenir à faire briller tous les joueurs qu'il a autour de lui. Donc ça sera un plus pour l'équipe, ça c'est sûr. Et puis s'il faut qu'il joue avec la réserve, tout le monde sait qu'il jouera avec grand plaisir. Ça c'est un plus.
Je vais venir, on va passer à d'autres joueurs. Là, c'est un peu le match des buteurs. Je l'ai appelé comme ça, même si tu m'as dit que pour toi, Enzo ne serait pas un buteur. Tu m'avais dit avant. Mais voilà, c'est le match entre deux promesses qui ont le même âge d'ailleurs, 17 ans, de 2008. Un que tu as eu, Enzo Molebe. L'autre qui est arrivé l'an passé de Southampton, que tu n'as pas eu, Alejandro Gomez Rodriguez. Le premier qui était notre grand espoir d'éclosion rapide dès l'an passé sous Pierre Sage, parce qu'il avait fait une énorme préparation, mais qui a connu finalement une année compliquée, et cette année une prépa tronquée, vu qu'il n'est pas dans le top 6, tout simplement parce qu'il s'est blessé au 3e match. Le second, tu as fait monter progressivement en régime, et qui se retrouve pour l'instant doublure de Gianluca Tadze. On en est là. Est-ce que pour toi, Alejandro Gomez Rodriguez a pris le dessus sur Enzo Molembe dans cette concurrence? Alors, la comparaison, je ne sais pas s'il faut faire la comparaison. C'est un jeune Enzo, il est de 2007. Enzo, il a un an de plus que Alejandro. Enzo, c'est un garçon qui peut jouer sur plusieurs postes. C'est vrai qu'Alejandro, je ne le connais pas spécialement, je n'ai jamais eu sous mes ordres. Mais Enzo est un joueur qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer devant, très performant sur des postes à 2 attaquants aussi, en doublette. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai du mal à les comparer parce qu'en fait, je me dis que ça peut être tellement complémentaire. Et je pense que ce sont des jeunes qui peuvent jouer dans 2 systèmes de jeu différents, dans plusieurs systèmes de jeu différents, qui peuvent jouer dans la même équipe, en fait, sur plusieurs systèmes. En 2025, il y a de moins en moins d'attaquants qui prennent la profondeur, c'est-à-dire qui font des appels dans la profondeur, qui continuent de faire des appels même s'ils ne sont pas servis. Voilà, ils font un appel, on ne leur donne pas la balle, ils refont un appel, ils ne sont pas servis, ils continuent d'en refaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'OL a la chance d'avoir dans ses rangs des joueurs qui sont capables de multiplier ses courses, de multiplier ses appels dans la profondeur. Et c'est une réelle force. Voilà, ce sont des jeunes qui sont internationaux, l'un pour l'Angleterre, l'autre pour la France. Enzo a eu sa préparation qui a été tronquée cet été. Mais qui avait été aussi tronqué juste avant la reprise. Il est parti en sélection, il me semble, au mois de juin. Il était un petit peu blessé. Ça a été pareil. Voilà, c'est vraiment... Je pense qu'il y a vraiment des sujets par rapport à ça sur voilà, la manière d'être régulier dans la performance, dans l'entraînement, dans l'enchaînement des matchs. Et ça va être important pour Enzo de parvenir à enchaîner tout ça. Voilà, on sait qu'Enzo, c'est un affect, il est très affectif, il a besoin de parler, d'échanger, et c'est un garçon qui a énormément de potentiel, qui a montré tellement de choses en jeune, qui a montré tellement de choses face à des plus grands que lui. Donc maintenant, il est attendu sur le monde adulte. Avant d'être attendu sur le monde professionnel, ouais, il est attendu sur le monde adulte. Donc moi, Enzo, c'est vraiment un jeune que j'ai pu croiser. Alejandro, c'est vraiment un jeune que j'ai vu plutôt d'un œil plus lointain et qui, lui, me semble être plutôt un joueur d'axe, un joueur capable d'évoluer devant, également peut-être un petit peu plus bas autour de l'attaquant. Mais pareil, c'est des garçons qui font beaucoup de courses. Et il y a une chose aussi qui me paraît très importante de rajouter, c'est que ce sont des jeunes qui font énormément de courses défensives à très haute intensité. C'est-à-dire que quand on veut animer un pressing, quand on veut récupérer le ballon très très haut, quand on veut exercer un contre-pressing, aujourd'hui on a des garçons qui sont en capacité de le faire et avec lesquels on n'est pas là à répéter. Voilà, on sait que la première ligne de défense, ça va être la ligne d'attaque et eux, en tout cas, ils sont capables de faire ça. Moi, j'ai des souvenirs d'Enzo marquer des buts sans qu'il y ait de passeur, en fait. Avec des courses, voilà, on avait des petites stratégies sur pressing. Il parvenait à faire bégayer un petit peu les défenseurs adverses et à récupérer des ballons ou les gardiens adverses. Et ça, aujourd'hui, voilà, il y a une vraie force chez ces joueurs-là qui sont voilà, dans le jeu, dans l'utilisation du ballon, mais aussi dans le jeu sans ballon. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important aussi. Juste pour rester sur Enzo, l'an dernier, il avait été énorme dans la campagne de pré-saison. Notamment, il avait marqué un but en quelques minutes de jeu face à Dessine avec l'équipe première. Pierre Sage avait décidé de le garder dans le groupe, donc il avait moins joué. Ça se voit sur les stats de l'an dernier entre les deux. Il y en a un qui a eu beaucoup de temps de jeu et qui est arrivé sur la fin en Ligue 1, et l'autre qui, à l'inverse, a eu moins de temps de jeu parce qu'il est resté longtemps avec les pros. Est-ce que ça, c'est pas justement un frein pour les jeunes d'être trop vite incorporés, mais à chauffer le banc et du coup à moins jouer, parce que là, l'an dernier, il a peut-être perdu du temps sur l'année à faire des bancs en fait.
En fait, aujourd'hui, ce qui est exposé, c'est un problème français. En fait, on a un problème en France aujourd'hui qui touche à tous les clubs pro de Ligue 1 et tous les centres de formation de Ligue 1 qui vient un petit peu post-Covid. En fait, on a énormément de matchs le dimanche. La Ligue 1, il y a énormément de matchs le dimanche. Et en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de jeunes sur les différents bancs de touche qui ont peu de temps de jeu parce que lorsqu'ils ne jouent pas avec la Ligue 1, en fait, ils jouent avec personne. Et aujourd'hui, ça, c'est un vrai problème de système en France. Sur les clubs de Ligue 1, j'insiste, parce que sur le national, ça joue le vendredi, donc il n'y a pas de problème pour jouer avec la réserve le week-end. Sur la Ligue 2, ça joue le samedi. Il y a peut-être un match de temps en temps le lundi. Il n'y a pas de match le dimanche, surtout. Non, il n'y a pas de match de dimanche. Et en fait, ce point-là qui est abordé, ça a une influence sur énormément de choses. Et aujourd'hui, effectivement, des jeunes qui sont sur un banc de touche, qui ont peu de temps de jeu, qui ne parviennent pas à attraper plus de temps de jeu chez les professionnels, ça arrive, mais c'est pas grave si derrière ils parviennent à s'alimenter avec d'autres matchs. Donc ça peut être avec l'équipe réserve, avec la Youth League, la PLIC, le championnat des espoirs. Donc selon les clubs, voilà, les clubs ont pris des décisions dans ce contexte-là, voilà, ont une stratégie dans leur club voilà, chaque stratégie n'est pas la même pour chaque club et je pense que ça dépend beaucoup des contextes. Mais effectivement, tu soulignes quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, un jeune de 16-17 ans, lorsqu'il ne joue pas avec les pros, il faut absolument qu'il ait du temps de jeu. Et je te rejoins sur le fait qu'Alejandro a peut-être profité d'avoir énormément de temps de jeu. Je ne me sens pas qu'il se soit blessé aussi, mais finalement... Comment ? Il n'a pas eu de blessure, mais surtout, il a fait toutes les cases l'an dernier. Là, il a fait toutes les cases, mais avec un gros déficit de match et de temps de jeu chez Enzo. Et en fait, quand on a l'habitude de jouer toutes les semaines, peut-être qu'on est moins assujetti aux blessures que lorsqu'on ne joue pas pendant une semaine, pas 2 semaines, pas 3 semaines. Du coup, il faut qu'on joue. Donc, le match qu'on joue, on est titulaire. Entre-temps, il y a des sélections nationales, c'est-à-dire que sans jouer, on part en sélection nationale de jeunes. Et en fait, tout ça, aujourd'hui, on a des joueurs qui peuvent être victimes de ça. Donc là, on parle de Lyon, hein, mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment alors pas... Si, c'est un problème, j'allais dire, c'est un problème systémique. Mais en tout cas, voilà, il y a aujourd'hui en France, c'est comme ça. Il y a énormément de matchs de Ligue 1 le dimanche. Il y a des changements de règlement post-Covid qu'il faut souligner aussi. C'est-à-dire que, toi, Alexandre, j'imagine qu'il y a 15-20 ans, quand tu allais au stade, il y avait 5 remplaçants sur le banc de touche. 5 remplaçants, on pouvait en faire rentrer que 3. Ensuite, il y a eu 7 remplaçants, on pouvait toujours en faire rentrer que 3. Et maintenant, il y a 10 remplaçants, 9 remplaçants plus le banc additionnel, il me semble. Et on peut faire rentrer 5 joueurs. Ça veut dire et on joue le dimanche. Ça veut dire que le samedi, il faut garder des jeunes pour peut-être pallier des blessures et des absences. Donc en fait, aujourd'hui, les groupes pros sont étoffés. Et vu qu'il y a une crise il y a une crise dans le football professionnel. Et tous ces rôles-là sont occupés par des jeunes, pour certains qui vont jouer, pour d'autres qui vont être sur le banc, qui vont peut-être rentrer, qui vont peu jouer, et qui ne pourront pas jouer en équipe réserve le lendemain, qui ne pourront pas jouer en U19. En fait, il y a toute cette escalade cette problématique, quand on est au cœur des clubs professionnels, c'est vraiment un sujet à prendre en compte et un sujet sur lequel il y a cette donnée-là, comment on s'adapte par rapport à ça. Qu'est-ce qui est organisé quelle est la stratégie par rapport à ça avec le groupe pro, le groupe réserve, le centre de formation. Et c'est des sujets qui sont super intéressants, ça. Voilà, donc il faut trouver les bonnes solutions pour les jeunes, sachant que chaque jeune est différent. On va passer maintenant à 2 autres jeunes, ce qu'on peut appeler les jeunes vieux. Attends, je me suis peut-être trompé. Voilà, pardon. Voilà. Okay. Théo Baridzik et Mathis de Carvalho, des jeunes vieux parce qu'ils ont déjà 20 ans. Donc, on a tellement l'habitude de voir les jeunes débarquer tôt. Mais voilà, là, on parle de 2 joueurs qui sont issus de l'école de foot en plus, donc qui ont fait tout le cursus à l'OL, qui étaient l'an dernier des cadres de l'équipe de National 3. Théo Baridzik qui a même fait une apparition en Ligue 1 la dernière minute du dernier match, qui ont pu jouer l'an dernier. Et la question que j'ai envie de te poser sur eux, est-ce que déjà, ça reste maintenant que Yacine Shaib est parti à Molenbeek,
ça reste vraiment les derniers 2004-2005 restants et qui ont une chance de se montrer. Alors, est-ce que tu peux déjà nous les présenter? Et après, est-ce que tu penses qu'ils auront une carte à jouer dans cet effectif? Parce que c'est des joueurs alors, ouais, on va échanger là-dessus. Donc, Théo Barizic, c'est un jeune de Bourg qui est arrivé en... Théo, il a rejoint l'Olympique Lyonnais en U14. Donc, moi, j'avais eu Théo sur des événements U12, U13 parce qu'il rejoignait le club en U14. Et en fait, on avait l'opportunité de voir Théo sur des matchs amicaux, sur des tournois. Et en fait, Théo a été énormément blessé pendant sa préformation. Et en fait, même le centre de formation, en fait, c'est un jeune qui a toujours été défenseur central, et qui a, pour moi, il a émergé l'année où il est avec Eric Elie et Pierre Chabandier sur l'année U19 où il gagne la Gambardella. Donc Théo. Pas dans les de la finale, par contre. Non, il était blessé, il était suspendu, je crois. Il était suspendu, Théo, pour la finale, ou blessé, j'ai un doute. Mais non, en fait, c'est une année où il a basculé un petit peu sur le poste de latéral droit. Et voilà, où il a eu une très belle progression. Le staff est parvenu à le faire progresser et il a pu enchaîner. Et puis ensuite, comme je disais tout à l'heure, en fait, Théo, il a eu, lui, cette capacité à répondre au football d'adulte, il me semble, hein, même si je l'ai suivi à distance. Et il me semble que, voilà, avec Gueda, il a enchaîné. C'est devenu un cadre de l'équipe réserve. Et il y a un phénomène aussi, et qui aura lieu aussi pour Matisse, c'est que ce sont deux jeunes qui ont été internationaux dans leur double nationalité. Donc voilà, il y a Théo qui est parti en sélection nationale avec la Croatie. Ouais. J'ai un doute, est-ce que ça fait 2 ans? Peut-être 2 ans. Et Matisse, lui, c'est avec le Portugal. Et en fait, ces sélections nationales, pour moi, sont venues aussi les valoriser, leur faire gagner de la confiance, leur permettre d'évoluer sur des niveaux sur des niveaux internationaux. Alors, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est sur 2 cas d'ailleurs qui sont comme ça, sur des binationaux, ça met en difficulté les compétitions de jeunes et d'avoir des joueurs qui sont sélectionnés. C'est pas sur les dates. Il faut préciser que c'est pas sur les dates FIFA, donc quand ils partent, exactement. Des matchs, Exactement. Donc voilà, il y a beaucoup de clubs qui sont, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de clubs qui sont, voilà, parfois pas forcément favorables. Mais aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est une vraie plus-value. En fait, c'est une plus-value pour le joueur, et en fait, c'est une plus-value pour le club. Parce qu'aujourd'hui, moi, à distance, comme ça, j'ai quand même bien la sensation que ces sélections nationales sont venues récompenser des bonnes performances et sont venues accroître leur niveau et les valoriser. Et en fait, Théo, il a enchaîné, il a joué les matchs amicaux sur cette capacité à jouer sur les 2 postes, Théo, défenseur central et latéral droit. Et après, Matisse a 1 an de moins. Matisse, lui, c'est un jeune qui est arrivé au club dès les petits, dès le foot à 5. En fait, c'est un jeune qui a toujours été défenseur central jusqu'au Covid. Donc, c'est un jeune, pour l'anecdote, Matisse commence à passer numéro 6 lorsque on fait un match interne pendant le Covid avec les coachs parce qu'on voulait être 11 contre 11. Et je me souviens que Matisse, il n'est pas sur le match des plus jeunes. Du coup, on le prend avec nous sur les plus grands pour compléter. Et je me souviens, on le met 6. Et en fait, il a fait un super match. Et du coup, on l'a mis sur ce poste-là. Et en fait, sur le poste de 6, il a vraiment montré des bonnes choses. En fait, Matisse, aujourd'hui, voilà, il y a une qualité dans la vitesse de décision parce que c'est un garçon qui était plutôt lent dans l'enchaînement pas dans l'enchaînement, dans la vitesse. Mais par contre qui était très rapide dans les enchaînements techniques. C'est un garçon qui est capable de jouer en une touche de balle et qui est capable de verticaliser, qui est capable de jouer beaucoup vers l'avant sur du jeu court entre les lignes ou sur du jeu long. Et en fait, il est parvenu à gommer sa lacune de vitesse par cette vitesse-là. C'est très important. C'est-à-dire que parfois, on ne court pas vite, mais par contre, on a d'autres vitesses. Et lui, il a la vitesse dans la prise de décision et la réalisation technique. Et puis voilà, c'est un garçon qui est présent défensivement dans les duels, qui est très important sur les coups de pied arrêtés, qui a une forme de vice, qui est très vicieux sur le terrain, qui peut
qui peut parvenir à récupérer des ballons en taclant. Voilà, c'est un garçon qui, lui, a été peu blessé. Si, paradoxalement, je me souviens que quand on a le quart de finale contre le PSG en U19, il était blessé et il voulait absolument venir jouer avec nous contre le PSG, mais c'était trop court, son retour venait d'être fait. Mais lui, il voulait redescendre avec les 19 ans pour jouer contre le PSG à tout prix. Et voilà, ce sont deux jeunes, en tout cas, qui ont des parcours qui n'ont pas du tout été linéaires. Voilà, c'est pas du tout des garçons qui ont eu des parcours où ils ont été... je sais plus, Théo, il a utilisé un terme que j'avais bien aimé. Mais en tout cas, c'est pas des joueurs qui étaient dans la lumière pendant tout leur parcours de formation. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Quand on regarde les deux profils, c'est pas forcément des surdoués, mais c'est des jeunes qui, à un moment donné, ont su sur un cursus classique, plus classique, en prenant plus de temps, se démarquer quand même. C'est ça, et en fait, notamment l'an dernier. Et en fait, moi, je suis dans une vision où il faut parfois se donner le temps sur certains joueurs, voilà, accepter que peut-être ils vont éclore un peu plus tard. Donc là, est-ce qu'ils vont éclore? On va voir. Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, s'il y a des parts d'Ensley Maitland-Nice, Barizic passe numéro 2, latéral droit numéro 2. Donc, avec un Sel Koumbedi qui est quand même sujet au carton, on peut se dire qu'il peut avoir quand même du temps de jeu. Lui, il a vraiment, en termes de possibilités, il y a peut-être moins de concurrence de son côté qu'en aura Mathis, qui, pour le coup, est dans un milieu où il y a gorgé de monde aujourd'hui. Mais et qui est en train d'être déclassé. On est exactement dans une histoire de contexte où ça me fait penser à 5-6 ans en arrière où il y avait Pierre Kaloulou. Mais le problème de Pierre, c'est que devant lui, il y avait Kenny Tété, il y avait Raphaël, il y avait Léo Dubois, il y avait 3 arrières droits. Et en fait, c'est vraiment une histoire de contexte. Vraiment une histoire de contexte. Donc, s'il y a de la place pour qu'il puisse s'exprimer à l'entraînement et en match, il faut qu'il saisisse tout ça. Ça, c'est sûr. Et puis, si c'est plus compliqué au niveau du temps de jeu, au niveau du nombre de joueurs à son poste, s'il y a des recrues, peut-être qu'il faudra être plus patient ou qu'il soit prêté, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, je suis curieux de voir ces deux garçons, la place qu'auront ces deux garçons dans ce groupe-là cette saison. On passe à un joueur qui est assez marquant, c'est Mathieu Patouillet, parce que c'est le gardien de la génération Gambardella. Oui. La question, c'est... Alors, il sort de 2 saisons réussies. 2 saisons réussies en prêt. Il était même l'an dernier joueur de la saison en National 1 à Sochaux, ce qui n'est pas rien. Dans cette préparation, il a joué que 16 minutes. On se dirige vers un départ parce qu'il est en fin de contrat dans 1 an. Il ne veut pas prolonger. Son statut ne sera pas celui qu'il souhaitait d'un numéro 2, a priori. Donc, on se dirige vers un départ. Est-ce que ce n'est pas le symbole de cette génération qui a remporté la Coupe Gambardella en 2022 et que l'OL n'aura pas su valoriser pour lui, parce que je dis bien pour lui, l'OL pour lui, parce que je pense à Mamadou Sarr qui lui brille, mais qui n'a pas brillé pour l'OL. C'est frustrant, c'est vrai que c'est frustrant, surtout pour nous qui suivons beaucoup le club, beaucoup les jeunes en tant que passionnés ou en tant que coach dans les staffs, c'est très frustrant. Voilà, après, est-ce que ne pas gagner une compétition, est-ce que c'est s'assurer de ne pas être pro? Non. Est-ce que de gagner une compétition, c'est s'assurer une grande carrière? Force est de constater que pas toujours. Donc, effectivement, Mathieu, il a fait partie de l'épopée Gambardella dans laquelle il a eu un rôle primordial. Mathieu a fait 2 très belles saisons à Sochaux. Moi, Mathieu, c'est un garçon que j'avais... on avait récupéré de Domtac. Voilà, c'est un garçon qui avait été énormément suivi par la cellule de recrutement depuis très jeune, depuis les U10, les U11, et c'est un garçon qui avait voulu venir le plus tardivement possible au club, parce que voilà, il voulait rester avec ses copains, et il est arrivé au centre de formation en U16, et en fait, il s'est adapté très très rapidement à l'exigence du centre de formation. Il a joué beaucoup de matchs importants. Voilà, il a peu été blessé. Et moi, je me souviens que c'est un garçon que j'avais beaucoup vu en parallèle de Robin Risser. Robin Risser, c'est le gardien de but qui était formé à Strasbourg, qui est 2004. Et qui est titulaire à Lens, là, actuellement. Ouais, justement, c'était 2 gardiens qui étaient internationaux en jeunes. Et Robin,
il avait été prêté. Alors, il me semble qu'il était au Red Star l'an dernier. C'est ça. Et l'année d'avant, il était en national. J'ai plus le club en tête. J'ai plus non plus, mais par contre, non, le Red Star, c'est ça qui a permis de le faire vraiment remarquer au niveau de la Ligue 1. Ouais, c'est ça. Du coup, à Dijon, il était à Dijon, il me semble. Possible. Non, je sais plus. Bref, et c'est vrai que le parcours de ces deux gardiens, donc là, on va parler de Mathieu. Donc là, Robin Risser a signé à Lens, il me semble. Il va être titulaire à Lens, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Si. Oui, ok, il a signé pour être titulaire à Lens, d'accord. Donc, il y a plus de... C'était Mathieu Ryan, il est parti. Donc oui, c'est lui le titulaire. Donc ça va être très intéressant de voir ça. Et Mathieu, lui, pareil. Hein, c'est voilà. Aujourd'hui, est-ce que la porte elle est ouverte pour qu'il puisse prendre une place de numéro 1 avec le départ du gardien de but? Effectivement, on peut se dire que oui, il y a de la place. Il y a une place à prendre. Maintenant, est-ce que le club, le staff va souhaiter lui accorder cette confiance? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas, que je ne maîtrise pas. Et effectivement, s'il est en fin de contrat, il y a plusieurs enjeux autour de lui. Donc, frustrant, moi, de par ma position d'éducateur, parce que voilà, c'est un jeune de Lyon et c'est un jeune qui a remporté la Gambardella. C'est un jeune qui a beaucoup de valeur. Voilà, ça fait partie voilà, moi, je suis toujours content de voir que tous ces jeunes qui arrivent au haut niveau, c'est que des bons garçons en fait. Et lui, il en fait partie. Et maintenant, l'interrogation, voilà, alors le poste, c'est la particularité du poste aussi. C'est gardien de but. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est le problème. Ouais, et puis quand je vois, pour être titulaire. Donc... Quand je vois ce qui se passe au PSG, voilà, il y a les staffs qui commencent à. Enfin, il y a les staffs qui ont vraiment. Qui prennent vraiment ce rôle de gardien de but comme très important dans un projet de jeu. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas que sur des arrêts de gardiens, c'est est-ce que les gardiens ils s'inscrivent dans les projets de jeu des staffs. Donc voilà, donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que sur les matchs amicaux, s'il n'a pas eu autant de temps de jeu, peut-être qu'il y a des interrogations. Moi, j'ai pas de réponse en tout cas, mais ouais, c'est un symbole d'une génération. Gambardella sacrifiée. Je ne sais pas si elle a été sacrifiée. En tout cas, il y en a peu effectivement qui ont eu leur chance ou qui ont su saisir leur chance. Pourquoi justement? Parce qu'on avait quand même le sentiment qu'il y avait une belle équipe. Qu'est-ce qui a manqué à cette génération de joueurs pour réussir à l'OL pour toi? En fait, une histoire d'opportunité de se montrer ou il y a autre chose? Il y a eu autre chose moi, je pense qu'à un moment donné, on peut parler de Mamadou Sarr. Je pense qu'à un moment donné, Mamadou, voilà, il n'a pas joué en professionnel parce que peut-être que le club était dans une situation où on s'est pas dit que ça serait le meilleur moment pour lancer Mamadou Sarr, un défenseur central. Je sais pas, j'ai pas la réponse aussi, hein. Mais oui, c'est sûr que quand on le voit signer à Chelsea, personne n'est surpris. Enfin, nous, en centre de formation, personne n'est surpris de voir signer Mamadou Sarr à Chelsea. Voilà, c'est un garçon qui a fait campagne en équipe de France, qui a gagné des compétitions internationales avec l'équipe de France de jeunes. Donc, pour moi, c'est quand même énormément lié à un contexte, des contextes, des groupes qui s'ouvrent aux jeunes, des postes qui se libèrent. Et effectivement, voilà, y a les questions, elles doivent se poser parce que voilà, on dit que quand il n'y a pas de résultats sportifs chez les jeunes, on tire les sirènes d'alarme de partout. Et quand il y en a, finalement, il n'y en a pas qui sortent avec les professionnels, du moins pour le moment. Donc voilà, il faut prendre le recul, essayer de comprendre. Est-ce que finalement, c'était des jeunes est-ce que ce sont des jeunes qui ont eu un parcours Gambardella facile? Non, loin de là. Ils ont eu un parcours Gambardella très très difficile avec que des gros matchs à jouer. Et ils ont vraiment cherché cette coupe Gambardella. Est-ce que le potentiel a été optimisé au maximum? Ouais, et je pense que les staffs ont très très bien bossé pour obtenir le mieux de cette équipe-là. Mais après, c'est des choses qui sont pas forcément explicables de notre côté en tant qu'éducateur, parce que ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, il y a ce qui se passe au niveau professionnel, les ouvertures ou non, et voilà, la gestion de carrière aussi, donc des blessures aussi. On va passer maintenant à deux joueurs, j'ai appelé ça des surprises possibles, parce qu'il y a deux joueurs qui, dans cette préparation, sont top 6, qu'on n'attendait pas forcément de les voir aussitôt. C'est Thiago Gonçalves et Rémi Imbert. L'un a joué
ailier gauche, Rémi Imbert. L'autre a joué ailier droit, c'est pas son poste, mais il a joué ailier droit. Voilà, c'est deux joueurs qui étaient entre les U19 et le N3, deux joueurs qui avaient des statistiques l'an dernier, nombre de buts, et les deux, c'est intéressant par rapport à leur poste. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces deux joueurs, comme pour Barisic, de Carvalho, qualité, point par faire, mentalité, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces deux joueurs que tu as tous les deux eu en plus? Donc, Alors, ce sont des jeunes que j'ai. Alors, Rémi, j'ai beaucoup moins eu Rémi. Rémi, j'ai pas beaucoup eu Rémi Imbert avec moi, parce que quand j'étais en 19, il était en 17. Après, je suis redescendu, il est monté. Thiago, je l'ai eu un petit peu. Ce sont des jeunes également internationaux, français pour Rémi, portugais pour Thiago. Ce sont des jeunes, et ça me conforte un petit peu dans mon idée, qui finalement arrivent au monde professionnel à des postes qui ne sont pas les mêmes postes que ceux qu'ils ont joués plus jeunes. Donc du coup, ça me conforte dans l'idée que c'est important d'évoluer sur plusieurs postes sur ces jeunes-là. Rémi, c'est un garçon qui, sur le plan offensif, sur la ligne de devant, qui peut jouer devant, qui peut jouer à droite, qui a joué un petit peu à gauche aussi, qui sort du pôle espoir du Grand Est. Donc voilà, c'est un garçon qui avait un an d'avance à l'école, qui est très structuré, qui met énormément d'énergie dans les appels de balles également, un petit peu comme Enzo et Alejandro, comme on disait tout à l'heure, qui est un attaquant qui va être en capacité de faire briller les copains. Voilà, bien à la passe sur la dernière passe, sur le centre, situation de centre, et dans le pressing qui met énormément d'énergie pour aller presser, pour aller récupérer les ballons. Voilà, je pense qu'avec plus de réussite devant le but, c'est un garçon qui pourrait avoir des statistiques encore plus importantes. Et ce qui peut être important aussi à prendre en compte, c'est qu'il a participé à énormément de campagnes en sélection nationale, et ce qui lui a fait rater beaucoup de matchs, donc le nombre de matchs, ça peut parfois avoir une incidence là-dessus, même s'il a eu une blessure qui l'a éloigné des terrains l'an dernier, et il me semble qu'il n'a pas joué le match de Gambardella à Bastia aussi, parce qu'il était blessé. Donc voilà, Rémi, c'est un super garçon. Voilà. Curieux de voir également dans un système à deux attaquants aussi, dans un système à 4-3-3 aussi, il peut jouer sur le côté. Voilà, c'est un garçon qui est prometteur. Thiago, lui, c'est un garçon qui joue un petit peu plus bas. C'est un garçon qui a beaucoup évolué au poste de relayeur, plutôt sur la partie gauche du terrain. C'est un droitier. Et c'est un garçon aussi qui a joué beaucoup sur le côté gauche, ailier gauche en jeune. C'est un garçon qui est capable de se projeter dans la surface, qui est souvent à la réception des centres. Voilà, quand il y a des centres en retrait, il va être là, il va mettre la tête, il va être aux abords de la surface. Il a un très bon pied. C'est un garçon, lorsqu'on a une équipe qui est composée d'attaquants qui prennent la profondeur, lui, il va être capable de donner les ballons dans la profondeur. C'est-à-dire que dès qu'il va se mettre en position de passe, il va être capable de jouer dans la verticalité sur des passes de déséquilibre, des passes dans la profondeur. Et après, c'est un garçon, je pense, qui a encore un potentiel à développer sur sa capacité à répéter les efforts, à courir en poursuite sur les aspects défensifs. Voilà, mais c'est également un super garçon. Et je suis curieux de voir aussi les postes sur lesquels ils vont évoluer, ces jeunes, parce que voilà, ce sont des garçons. Nous, voilà, à la formation, on doit être capable de, moi je dis souvent, il faut qu'on soit capable de les alimenter de manière à ce que s'ils ont une opportunité chez les adultes, chez les pros, et lorsqu'elle arrive, celle-ci, qu'ils se fasse valider tout de suite par le staff et par les coéquipiers, très important, par le staff et par les coéquipiers. Donc, quand j'entends Coco Tolisso hier ou avant-hier qui parle de Calice Mera en bien, voilà, ça montre que voilà, c'est un jeune qui s'est fait valider. Voilà, j'aime bien utiliser ce mot-là. Donc, voilà, je suis curieux de voir la suite pour ces jeunes. Et il y a des jeunes, il faut le dire, qui n'ont pas été appelés dans cette préparation, mais qui sont pas si loin que ça non plus de l'équipe. On pense sur cette photo, là j'en ai mis 3. J'ai mis Pierre Dorival qui est arrivé lui que tu dois pas connaître en tant que joueur parce que il est arrivé l'an dernier pour jouer en réserve. Mais il y a aussi on peut aussi penser à celui que j'ai mis à gauche, qui est quand même le meilleur joueur du dernier tour de Montaigu, Adil Hamdani, que tu as eu pour le coup, que tu as eu récemment, et Daryl Ben Lalou, qui a été très prolifique durant la préparation avec la réserve. Et
on peut même aller plus loin avec des jeunes en U13 qui sont très forts. On a eu peur que l'académie soit moins productive qu'avant. Mais tu peux nous rassurer quand même sur la qualité du vivier? Parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a encore beaucoup de bons joueurs. Aujourd'hui, la qualité du vivier, il y a un vivier qui est important. Il y a beaucoup de jeunes de qualité. Après, tout ce qui sort un petit peu sur les résultats, en fait, ils sont liés à un système. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a un système en France qui fait que les clubs professionnels jouent de plus en plus jeunes. C'est pas un mal du centre de formation de Lyon. Hein. C'est un système. C'est tout le système qui est comme ça. Comme je l'évoquais tout à l'heure, beaucoup de jeunes qui sont propulsés chez les pros, un nombre limité. La Fédération française de foot, elle limite le nombre de jeunes dans les centres de formation. Donc en fait, quand il n'y a plus assez de joueurs, bah forcément, il y a des surclassements. Après, il peut aussi y avoir des surclassements parce qu'on identifie que le jeune, ça sert à rien qu'il joue en 17 ans. Il faut qu'il aille se mesurer à une adversité qui est plus élevée. Voilà, il y a des stratégies aussi qui sont mises en place là-dessus. Je pense que tous les clubs, tous les centres de formation ont des stratégies qui diffèrent. Voilà, chacun est libre, chacun s'adapte un petit peu à son contexte. Mais il y a eu beaucoup d'interrogations aussi par rapport à tout ça. Mais il y a des clubs qui ont décidé d'enlever leur équipe réserve. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui se sont dit non, la N2, la N3, on la retire parce qu'en fait, c'est plus des problèmes qu'autre chose. Tous les week-ends, on est obligé de mettre 16 joueurs. On prend des cartons, on est trop jeune, des cartons rouges, ils prennent 3, 4, 5 matchs de suspension. Du coup, on n'a plus de joueurs pour constituer nos équipes. Donc, je sais qu'il y a des clubs qui ont retiré leur équipe réserve des championnats, voilà, parce que c'était trop difficile d'être compétitif sur tous les tableaux. Il y a beaucoup de clubs aussi, je crois quasiment tous, qui ont supprimé leur équipe U16 constituée d'U16, parce qu'on peut être engagé en U16, mais avec des joueurs U15. Mais des U16 qui jouent dans un championnat U16, il me semble que ça n'existe plus quasiment en France, parce qu'il y a ce réservoir qui a diminué avec ces changements de règlement ces dernières années, et le Covid, avec tout c'est multifactoriel de toute façon. Et donc forcément, il y a des conséquences parfois sur les résultats des équipes de jeunes, des championnats, en coupe. Et ouais, effectivement, quand en parallèle, il y a des clubs amateurs qui travaillent de mieux en mieux et qui se professionnalisent, bah oui, c'est sûr que dans les championnats, pour moi, personnellement, je ne suis pas surpris de voir des équipes parfois de clubs amateurs qui parviennent à se qualifier en play-off ou qui parviennent à faire très très bonne figure dans les championnats nationaux. De toute façon, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, l'OL, on est à l'été 2025. Si l'OL veut tout mettre en œuvre pour gagner le championnat U17 ans nationaux, l'OL a les joueurs pour gagner le championnat des 17 ans nationaux, évidemment. Mais la stratégie du club, elle est peut-être pas là. Et surtout, il y a beaucoup de surclassement à l'OL. Non, mais il y a énormément de surclassement. Donc, voilà, c'est une option qui a été qui est celle-ci. Donc forcément, ça, voilà, bah oui, effectivement, si on joue avec 10 U16 contre les 17 ans nationaux d'un club amateur, bah c'est pas forcément facile. Et là où j'aimerais revenir aussi, c'est que un U16 qui est surclassé, par exemple un U16 qui est surclassé en 17 ans nationaux, entouré du 17, c'est bien plus facile qu'un U16 qui est surclassé en 17 ans, entouré du 16. C'est bien plus facile. Donc voilà, il y a vraiment en fait cette part de contexte qu'il faut vraiment appréhender. Donc le résultat de l'académie, les résultats sur le plan sportif, tout le monde aimerait qu'il soit supérieur. Mais en tout cas, le vivier, il est là. Il y a énormément de bons joueurs à l'académie, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, aujourd'hui, c'est pareil, hein, quand on veut participer aux phases finales, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous prends l'exemple des 17 ans. Si les 17 ans ils sont en place pour se qualifier pour les playoffs à l'été 2026, et les meilleurs joueurs ils ne pourront pas jouer les playoffs parce qu'il y a les compétitions internationales. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que quand une équipe participe aux playoffs, elle n'a pas ses meilleurs joueurs parce qu'ils sont en compétition nationale. Parce qu'il y a l'Euro, il y a la Coupe du Monde. Et ça, c'est des choses qui sont assez récentes et qui viennent parfois fausser un petit peu les phases finales aussi. Avant de passer sur ton interview à toi,
On va quand même parler brièvement du mercato avec un virage à l'Est. On va faire le point sur ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il s'est passé 2 ou 3 mouvements. Alors, une arrivée a été entérinée, celle du Tchèque Adam Karabec du Sparta Prague. 2 départs ont été réglés. Yassin Shaib qui est allé à Molenbeek, Nemanja Matic qui a été libéré. Ensley Maitland-Nice se rapproche quand même de Galatasaray, donc il y a des chances qu'il s'en aille. Et on attend toujours Dominique Greif, qui est le gardien de Maillard, qui doit être le nouveau gardien numéro 1, qui est sur la feuille. Là, l'accord est trouvé, c'est ce qu'on attend. Mais outre le gros cap à l'est de l'OL, est-ce que pour toi, il fallait forcément qu'on aille sur ce genre de profil? Parce qu'on voit qu'on prend le gardien numéro 1, alors qu'on n'a peut-être jamais eu autant de bons jeunes gardiens pro sous contrat. Je précise bien pro sous contrat, parce qu'ils sont tous pros en plus. On a encore Conan, il y a encore une vague de gardiens qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'il fallait aussi prendre un Tchèque de 22 ans qui couvre 5 ou 6 postes quand on voit la préparation des jeunes? C'est des questions que j'ai envie de te poser en fait sur Mercato brièvement. Toi, ton avis là-dessus? Mon avis, alors là j'ai un œil vraiment distant par rapport à ça. Je pense que voilà, l'objectif c'est de construire un effectif en capacité de répondre sur plusieurs tableaux. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'à l'Est, il y a peut-être des opportunités sur des joueurs qui ont moins de visibilité et qui du coup sont peut-être plus accessibles financièrement. Voilà, il y a peut-être des bons coups à faire. Il y a peut-être des bons coups à faire aussi. Voilà, mon avis là-dessus, je pense qu'il faut que de toute façon l'effectif soit renforcé de garçons avec plus d'expérience. Après, on peut s'interroger sur les profils, oui et non. Franchement, je pense que là, voilà, on est sur l'Olympique Lyonnais est sur une période où il faut recruter malin. Voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de profils qui avaient été identifiés depuis un moment et sur lesquels ils n'avaient pas forcément attaqué. Voilà, donc maintenant ils ont attaqué, ils attaquent, ils peuvent le faire. Et je pense que voilà, l'idée, elle est de pouvoir répondre sur les différentes compétitions. Donc, je suis pas choqué, surpris. Je pense qu'on s'interroge tous parce que c'est vrai que ce sont des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on ne connaît pas forcément. C'est pas des joueurs de Ligue 1 qu'on a déjà vu jouer. Donc voilà. Par contre, ce qui peut poser question, c'est que ce sont des joueurs qui n'ont pas participé aux matchs amicaux. Donc, ils ne sont pas encore imprégnés vraiment des grands principes de jeu. Même si je pense qu'ils ont été recrutés pour voilà, ils ont été recrutés pour répondre à des problématiques, donc pour répondre à un projet de jeu qui est bien identifié. Donc, je suis curieux de voir. On va passer, avant de commencer l'interview, c'est le dernier slide avant l'interview, c'est le calendrier de l'OL. On est allé jusqu'à la Ligue Europa qui commencera dans dans 1 mois et 10 jours. Mais d'ici là, il y a 2 déplacements périlleux. Lens ce week-end et donc Rennes le 14 septembre autour de la trêve internationale. Il y a 3 réceptions. Une en J3 qui est très attendue, le premier gros choc de la saison, Marseille le 31 août. Et donc, il y aura Metz et Angers, 2 matchs a priori quand même où on attend de Lyon qui gagne. Voici le calendrier. Donc maintenant, on va passer directement à ton interview sur le grill. Et voilà, donc Amaury, j'aimerais que tu nous racontes comment tu es arrivé à l'OL en 2011 et quel a été ton parcours. Alors, mon parcours... alors déjà, avant d'arriver à l'OL, moi je suis de Sainte-Foy-les-Lyons. J'ai débuté à Sainte-Foy-les-Lyons, FC Sainte-Foy-les-Lyons, puis au Cascolle. J'ai commencé à passer mes diplômes au Cascolle à Oulin. Et puis je rentre à l'OL en 2011 sur la catégorie des U12 parce que Abdel Bellarbi monte en U16 avec Armand Garrido et libère les U12. Donc du coup, je rentre au club avec Jacques. Enfin, je viens avec Jacques Dedola qui était en poste sur les U12. Voilà. Donc et puis suite à ça, j'entre au sein du club. J'entre au sein du club à temps plein à partir de l'année suivante sur les U13. Et je fais 5 ans sur les U13. Et puis il y a un départ en janvier. Quelle année? C'est 2000. C'est janvier. Je ne sais plus quel mois de janvier où Laurent Courtois part aux États-Unis. Aux États-Unis, oui.
il part aux États-Unis et Stéphane Roche me promeut au poste U16 avec Nicolas Munda en duo sur les U16 en cours d'année. J'intègre le centre de formation comme ça. Donc, je m'installe après au centre de formation et je prends les 17 ans et la responsabilité du pôle U16 U17 pendant 4 ans. Et derrière, je fais une année avec Jérémy Bréchet sur les 19, que quelques mois. Et je reprends les 17 ans cette année. Si tu devais citer un mentor pardon, au niveau de la formation, ce serait... de la salle. Hop, excuse-moi. Hop. Je vais peut-être relire. Tac, tac, tac. Pas de souci. Désolé. Hop. Alors, j'ai pas entendu ta question. Si tu devais citer un mentor au niveau de la formation, ce serait? Un mentor au niveau de ma formation. Alors, un mentor... au niveau de la formation, j'ai côtoyé Christian Bassila, Jérémy Bréchet, Christian Bassila. Ce sont 2 éducateurs que j'ai côtoyés pendant mon cursus, qui étaient anciens joueurs professionnels et qui en fait étaient dans une posture comme tous les anciens joueurs professionnels, d'une posture vraiment de vouloir apprendre le métier, de débuter avec les petits. Christian a même débuté dans un club amateur à Limonest, de débuter avec les petits et puis de progressivement monter les échelons au sein du club. Je dirais Christian et Jérémy, parce que les autres entraîneurs, ce ne sont pas vraiment des entraîneurs que j'ai côtoyés au quotidien dans mon activité. Mais là, sur les entraîneurs que j'ai côtoyés au quotidien, ouais, on va dire Christian et Jérémy. La catégorie d'âge où tu t'es le plus éclaté? Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce que, en fait, ce qui se passe au niveau des tout petits, au niveau des U12, U13, c'est très instructif parce qu'en fait, on est sur une année où on doit parfois... alors, c'est une année où on doit valider, on doit identifier les jeunes capables de réussir la préformation. Et on doit aussi être capable de recruter des jeunes qui vont intégrer le centre de formation, c'est-à-dire des recrutements plutôt nationaux. Oui, tout se passe en U12. Ouais, et en fait, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment l'âge, les catégories où on avait vraiment, en fait, on se rend pas compte, mais on est vraiment sur un moment charnière et il y a des décisions qui sont prises qui peuvent être très importantes. Ça, c'était super intéressant. Ça m'a permis de développer la pratique du futsal aussi, de participer à des tournois internationaux. J'ai beaucoup appris sur des tournois internationaux. Mais après, je pense que la meilleure, là où je préfère, c'était les 17 ans. Voilà, on a des jeunes qui arrivent au centre de formation, U16, U17, donc qui arrivent au centre de formation, leur premier petit championnat des U17. Et je trouve que ouais, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On a des parcours qui sont très différents, où tout peut aller très vite, et d'autres avec lesquels il faut être plus patient, et c'est riche. Je trouve que c'est très riche. La meilleure génération que tu as eue? La plus forte, dur, la plus sympa. En fait, c'est dur parce que, en fait, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, tous les surclassements, les générations, on ne joue plus par génération. On joue plus par génération. Mais je dirais peut-être que les plus talentueux, c'était peut-être les 2003, avec Ryan, Flo, Malo. Ouais, il y avait du monde avec les 2003 que j'ai côtoyé en U12, U13 et que j'ai re-eu après en U16. Et en U17 aussi, je les ai eu plusieurs années. Ouais, je dirais les 2003. Mais les 2002 étaient des garçons à retard morpho, donc avec lesquels il fallait être beaucoup plus patient. Bradley, Castello, et Gabi, il y avait beaucoup de super profils. Mais après, les 2000 que j'ai eu que petits, les U12 et les U13, en fait, la meilleure génération, c'était les 2000. C'était les 2000, mais je les ai eu petits, je les ai eu en U12 et en U13. Et puis, c'est une génération qui s'est renforcée au fil des années. Et aujourd'hui, sur les 2000, Pierre Kaloulou, Melvin Barr, il y a du monde, Maxence, Amine Gouiri, Georges, Esteban, il y a je ne sais combien de joueurs de la génération 2000 qui sont dans le circuit professionnel. Donc, je t'ai dit 2003 tout à l'heure, sur peut-être talentueuse, mais peut-être que c'est les 2000 finalement.
D'accord. Et le joueur le plus fort que tu as vu grandir, je présume que c'est Ryan, mais je préfère poser la question. Ouais, bah il y a Ryan, bien sûr. Mais ouais, il y a Ryan. Il y a Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche, 2004. Très complet, énormément d'efforts défensifs, énormément de qualité sur l'aspect offensif. Là, il y a eu on a côtoyé beaucoup de joueurs et ce qui est intéressant, c'est la différence dans les parcours en fait. Certains valident des étapes et ils vont progressivement, d'autres les valident plus vite, d'autres ne les valident pas et en fait sont déjà envoyés plus haut parce qu'il y a un besoin et ils les valident. Et en fait, il y a beaucoup de parcours qui sont souvent différents et voilà, qui poussent à creuser et à s'interroger en fait au quotidien. Cet été, après 14 années de bons et loyaux services, tu n'as pas vu ton contrat reconduit. On sait que les relations avec le co-directeur du centre, Joanne Louvel, n'étaient pas bonnes. Est-ce que c'est la raison de la fin de cette aventure? Bah, je sais pas. J'ai pas trop eu en fait, j'ai pas trop eu d'explication par rapport à la fin de contrat. Alors là, j'étais sur un contrat de 2 ans. En fait, là, mon contrat était de 2 ans. Donc, en fait, j'ai connu la première année de ce contrat l'an dernier. En fait, il y a eu beaucoup d'instabilité au sein du club depuis Il y a eu 2 ans. 3 directeurs de centre en 2 ans. Ouais, même 4, parce que Oui. le premier qui met en place l'équipe, c'est Jean-François Vulliez. C'est Oui. Pierre qui prend le relais, avec Fabien qui enchaîne et Johan qui prend cette saison-là. Donc en fait, il y a une énorme instabilité. Voilà, bon, tout le monde est voilà, forcé de constater qu'il y a une énorme instabilité. Qui est ce qu'elle est. Voilà, il faut plus de stabilité, tout le monde est d'accord. Effectivement, j'ai mon contrat qui n'a pas été renouvelé après 2 saisons. Donc une première saison où j'étais adjoint de Jérémy Bréchet et durant laquelle j'ai pris l'équipe U19 parce qu'il y a eu le changement de staff avec les professionnels. Même pendant la saison, il m'est arrivé d'entraîner un petit peu les U17 aussi parce que voilà, il y a eu des mouvements de staff. Et puis il y a cette saison-là où j'étais sur les U17, où j'ai appris pendant l'été que j'allais prendre les 17 ans. Donc j'ai pris les U17 et voilà, ça a été une année qui a été très difficile sur le plan personnel, qui a été difficile au quotidien dans l'entraînement avec le nombre de joueurs, voilà, avec beaucoup de difficultés dans le quotidien. Et oui, c'est un contrat qui n'a pas été renouvelé. Alors les raisons, on ne me les a pas évoquées. Voilà, après, bon, voilà, c'est vrai qu'on avait des visions peut-être différentes aussi. On n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Donc voilà, personnellement, j'ai pas senti que j'ai compris assez rapidement de toute façon que ça ne se terminerait parce qu'on n'écoutait pas forcément ce que je faisais remonter par rapport à des difficultés dans le système, dans notre système, à la manière de s'adapter dans notre système. C'est difficile en fait d'arriver dans un système qui est sans cesse en mouvement et toutes les personnes qui arrivent dans le club ont envie d'apporter leur touche, ce qui est normal, et ont envie de mettre en place des choses qui ont réussi ailleurs. Et en fait, parfois, ce sont des choses que nous, on a déjà essayées et qui n'ont pas forcément marché. Et on a cette expérience-là parce que je l'ai vécu et je sais. Et c'est difficile, voilà, je pense qu'il va vraiment falloir trouver une stabilité pour vraiment bien voir, comprendre le système et trouver les meilleures solutions pour que les jeunes ils puissent s'exprimer, exploiter leur potentiel. Donc voilà, moi j'entends aussi qu'il y a des générations qui sont un petit peu moins fortes qu'avant. Oui, c'est peut-être vrai, peut-être que dans le recrutement on peut faire mieux, peut-être que dans le quotidien on peut faire mieux. En tout cas, aujourd'hui, force est de constater, on a des générations qui ont connu 4, 5, 6, 7 coachs en 3 ans. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est un problème. Donc voilà, il faut de la stabilité. Il faut trouver des gens qui s'inscrivent dans un projet, pas forcément sur un poste, mais voilà, il faut des gens qui ont envie de s'inscrire dans le long terme sur la formation. Moi, c'est ce qui me paraît très important, en tout cas pour les jeunes. Donc, est-ce que tu as une piste, des idées pour la suite de ta carrière ou pas encore? Ou tu as pris le temps de te reposer? Ouais, alors déjà, j'ai beaucoup donné là cette année, donc priorité famille.
J'ai échangé avec... Alors oui, justement, j'ai échangé avec des clubs qui souhaitaient quelqu'un sur un poste, d'autres sur quelqu'un pour voilà, un projet plutôt, un vrai projet. Donc c'était intéressant. J'ai eu des échanges intéressants sur lesquels on n'est pas allé plus loin pour différentes raisons. Moi, j'ai une volonté aujourd'hui, c'est de prioriser la famille actuellement. C'était difficile l'année dernière, de raisons personnelles, mais ça a été difficile. Donc, on va voir comment va se dérouler la suite. Voilà, moi, j'ai l'habitude de partir sur des projets dans lesquels je reste très longtemps. Voilà, j'ai fait une quinzaine d'années à Lyon. J'étais dans les clubs amateurs avant, sur lesquels je suis resté une dizaine d'années. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui va changer de club toutes les 5 minutes. J'ai besoin de stabilité. Donc voilà, on va prendre le temps de se ressourcer. Et puis on va voir. J'ai eu la chance d'échanger sur des projets super intéressants qui ne sont pas allés au bout, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie d'être dans un projet à développer, ça peut être intéressant. Pour conclure, un petit mot sur l'avenir du centre de formation. Avec Cyril Dolch, qui va aussi partir, tu étais l'un des 2 derniers à avoir connu Tola Vologe avant la migration. Donc toi, tu as vécu cette migration à mes yeux que beaucoup ont jugé catastrophique pour la formation. On sait que ça devrait bouger dans les années à venir avec un retour de la formation à Dessine. En tout cas, c'était le projet avant les péripéties de l'été. Mais est-ce que tu crois en ce projet d'un... Est-ce que tu es confiant pour l'avenir de l'académie, mais dans toutes ces structures, que ça soit de l'école de foot au niveau centre de formation, est-ce que tu es confiant pour l'OL Académie maintenant, pour le futur? Bah, en fait, moi je dis souvent, on est dans un secteur dans lequel il y a des super clubs, il y a énormément de clubs qui bossent bien, il y a un vivier qui est inépuisable au sein de la région. Donc le club aujourd'hui, bah, il doit être capable, il réfléchit de toute façon à adapter une stratégie. Voilà, l'objectif, je pense, pour moi, c'est vraiment de trouver une organisation, une stratégie qui répond aux problématiques d'aujourd'hui, de 2025. Effectivement, bah, le déménagement à mes yeux, voilà, tout le monde était unanime, on l'a tous dit, tout le monde était conscient d'ailleurs parce qu'en fait, mes yeux, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la division, donc la division des pros et des jeunes. Bon, bah ça, tout le monde, on est tous unanimes dessus. C'est Armand qui disait que le trajet dessine mes yeux, Aller au fin fond de l'Espagne. Ouais. mais en fait, il a raison. Hmm. C'est terrible, hein, mais c'est une réalité, et il a raison. Et la deuxième problématique, c'est mes yeux. En fait, mes yeux, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je dis souvent, mes yeux, c'était un département de l'Isère. Hein. Il y a encore pas longtemps, il y a 50 ans, c'était un département de l'Isère. C'est pour dire, en fait, on s'est vraiment isolé de Lyon. On s'est vraiment excentré de Lyon. Moi, j'avais fait beaucoup de travaux dans le cadre de mon formateur sur ça. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un jeune qui habite à Lyon 5e, donc dans un arrondissement de Lyon, eh ben, il veut rejoindre l'OL en U11, en U10, en U12. Il lui faut plus d'une heure pour aller à l'académie. Voilà, il veut aller le lundi et le jeudi à l'entraînement à mes yeux. Il lui faut une heure pour aller à mes yeux. Donc en fait, aujourd'hui, c'est sûr que à mes yeux, il y a eu cette division, on est tous unanimes, mais aussi d'être allé à mes yeux. En fait, on s'est un petit peu coupé d'une partie de la métropole de Lyon, d'une métropole qui est dense. Voilà, il y a l'Ouest lyonnais, voilà aussi qui est une partie, une zone importante. Et en fait, on est vraiment à l'est où il y a beaucoup de jeunes de l'est. Et maintenant, c'est comment on va gérer, comment on s'adapte par rapport à ça. Est-ce que si nous étions restés à Gerland, sur la presqu'île, enfin au cœur de Lyon, bon, il y a d'autres difficultés, hein, on peut quasiment pas se déplacer au cœur de Lyon. Mais en fait, aujourd'hui, est-ce qu'en 2025, à Lyon, est-ce qu'il faut fonctionner comme ça sur l'école de foot? Je ne sais pas, je pense que c'est vraiment des sujets super intéressants sur lesquels il faut réfléchir. Et je pense qu'il faut vraiment dézoomer et sortir du cadre foot. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des familles qui passent leur vie dans les transports, des jeunes qui passent leur vie pour amener leurs enfants à l'OL. Euh, Est-ce que c'est une vie? Je ne sais pas. 3 à 4 fois par semaine, je ne sais pas. Donc, avant la préformation, je pense qu'il y a vraiment des réflexions à avoir par rapport à tout ça, des pistes à creuser. Mais c'est sûr que oui. Mais par contre, moi, je suis convaincu que le vivier lyonnais, il sera toujours là. Hein. Il sera toujours là. Après, est-ce que les familles veulent continuer à venir à l'OL? Là, c'est une question qu'il
qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il faut avoir cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'il faut se dire, il faut tout mettre en œuvre pour que lorsqu'on identifie un bon joueur, un bon potentiel, et ben on se dise, est-ce que ce jeune va vouloir venir à Lyon ou est-ce qu'il va vouloir aller dans un autre club et comprendre les raisons. Aujourd'hui, il y a énormément de clubs en France qui ont développé leurs infrastructures, qui participent, voilà, qui ont des bons résultats chez les jeunes, qui participent à la Youth League. Je pense aussi que la participation à la Youth League est vraiment un argument très très important dans le process de formation et dans la stratégie de recrutement. Voilà, quand on est recruté plus tardivement, en U15, en U16, est-ce qu'on va dans un club qui participe à la Youth League ou non? Je pense que c'est pris en compte aussi. Donc voilà, après, il y a les aspects scolarité, les aspects financiers. Je pense que les familles regardent tout ça. Et l'OL, pour continuer à attirer les joueurs qu'elle souhaite, voilà, pour que l'OL puisse continuer à faire venir les joueurs qui ont été identifiés par la cellule, voilà, il faut être capable de convaincre tout ce monde. Donc oui, il y a des questions et des réflexions qui, je pense, sont menées là-dessus, ou en tout cas doivent être menées, à mon sens, elles devraient être menées là-dessus. Mais pour moi, le vivier dans Lyon, il est inépuisable. Enfin, quand je dis dans Lyon, c'est dans le département et dans la région Rhône-Alpes. Il me semble qu'il est inépuisable. Donc voilà, il y a la chance d'avoir des très bons clubs amateurs aussi. Donc je pense que tout ce travail doit être fait conjointement avec les clubs partenaires aussi. Je te remercie, Amaury. C'était une belle émission. Merci à toi de t'être prêté au jeu justement de ce talk show où on a été très exhaustif sur les jeunes. J'espère que ça plaira au plus grand nombre. En tout cas, je te remercie pour cette émission. Je te souhaite de retrouver un projet qui pour le coup soit enthousiasmant. Merci, c'est gentil. Aussi longtemps à l'OL, faut repartir sur quelque chose de différent. C'est pas toujours facile. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Beat Football Club.